Habitat Connaissance, je suis Sabrina Boilem, votre animatrice pour la communauté Habitat Logement. Je suis ravie de vous accueillir pour ce cycle intitulé Les Jeudis de l'Habitat. Aujourd'hui, nous aborderons l'utilisation des nouveaux outils de la loi ALUR contre l'habitat indigne pour les collectivités, avec notamment le permis de louer et le permis de construire. Anne-Catherine Ledave, directrice générale pour Espace Cité, accompagnée par Héloïse Pachon-Delmotte, qui sera à distance, qui est donc notamment chargée de mission Habitat privé pour la métropole européenne de Lille, présenteront ces outils. Je rappelle à nos participants à distance qu'ils peuvent, via le module de chat, poser leurs questions à distance. Madame Ledave, je vais vous laisser la parole. Bonjour à tous. Cette webconférence a été organisée dans le prolongement assez immédiat de la publication d'un certain nombre de décrets rendant opérationnels les fameux permis de louer et permis de diviser qui avaient été introduits dans la loi ALUR et qui permettent la reconnaissance d'un phénomène en développement sur lequel les collectivités locales exprimaient leurs difficultés à mobiliser, encore une fois, des instruments réglementaires totalement adéquats. Donc ces instruments nouveaux de la loi ALUR tiennent lieu dans un contexte effectivement de difficultés pour les acteurs locaux à mobiliser des modes opératoires adéquats face à la question du mal logement et plus précisément face à la question du logement indigne, dans un contexte où bien évidemment cette question du logement indigne reste un phénomène d'ampleur au niveau national, avec là encore des instruments opérationnels anciens, nécessaires, utiles, mais une vraie difficulté, et c'est d'ailleurs la philosophie générale de ces instruments, à pouvoir agir en amont de la création de ces logements indignes. Quelques chiffres qui rappellent l'importance de ce phénomène. On a en France, selon le pôle national de lutte contre l'habitat indigne en 2016, environ 420 000 logements du parc privé en métropole considérés comme indignes et 70 000 logements en outre-mer. Face à l'importance de ce phénomène, l'État en permanence développe des instruments nouveaux, notamment en fin de mandat du précédent gouvernement, avec un certain nombre de dispositions très concrètes qui ont pour vocation à rendre plus efficace le partenariat local et notamment le rôle des services de l'État auprès des collectivités locales, mais aussi la volonté de simplifier, d'organiser mieux la gouvernance de cette lutte contre l'habitat indigne avec l'amorce d'une transformation assez profonde de la répartition des compétences entre collectivités locales et notamment entre les communes et les intercommunalités, sujet qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une webconférence il y a quelques mois, avec le principe d'émergence d'un acteur unique de la lutte contre l'habitat indigne, ce que finalement révèle assez bien ces nouveaux instruments de la loi ALUR que sont entre guillemets le permis de louer et le permis de diviser, puisqu'on le verra d'ailleurs avec le témoignage tout à l'heure d'Héloïse Delmotte de la MEL, la mise en place de ces nouveaux instruments interpelle très concrètement le rapport de compétences et le qui fait quoi très concrètement entre l'intercommunalité compétente en matière d'habitat et les communes qui souvent, sur la lutte contre l'habitat indigne, et notamment dans des territoires très concernés comme celui de la MEL, agissent depuis très longtemps, ont des équipes formées, engagées sur le terrain. Voilà, donc cette question de la répartition des compétences est un sujet très important globalement et notamment dans la question de la mobilisation de ces nouveaux outils. Sur la question de la division des logements, je le prends pour exemple puisqu'on a fait des travaux consacrés à cette question en Île-de-France, au sein du département de la Seine-Saint-Denis, qui en est très concerné. Ce phénomène nouveau de la division des logements, et notamment de la division pavillonnaire, parce que ce sont des phénomènes qui se développent tout particulièrement dans les quartiers d'habitat individuel, cette division de logements est très illustrative de cette nécessité en permanence d'adapter les instruments opérationnels des acteurs en charge de la lutte contre cet habitat indigne. Cette division des logements, c'est un phénomène finalement assez récent, en tout cas dans son développement quantitatif, qui fait l'objet d'une préoccupation de plus en plus marquée de la part des collectivités locales. Là aussi, à l'instar de la MEL qui nous en parlera tout à l'heure et qui est une des raisons pour lesquelles elle se pose la question de la mobilisation de ce fameux permis de diviser, avec effectivement un certain nombre de territoires. C'était le cas de la métropole européenne de Lille, dans le cadre de travaux de diagnostic qui avaient été réalisés au début des années 2000, mais aussi de certains territoires de l'Île-de-France, où on voit que finalement, dans certains territoires, un quart de la production de logements nouveaux, c'est-à-dire l'émergence de logements nouveaux sur le marché, sont issus de la division de logements. Donc on voit bien l'importance de ce phénomène,
qui dans un certain nombre de cas peut être un phénomène très positif de densification sans construction, sans consommation foncière, de densification, donc une réponse finalement à des enjeux de resserrement urbain dans un certain nombre de territoires. Pour autant, dans un certain nombre de cas et pour une proportion importante des logements des deux territoires que je viens de citer, cette division de logement produit du mal logement et du logement indigne. Et c'est bien à ce titre-là que la loi ALUR entend apporter des réponses à ces élus de plus en plus préoccupés par cette question et finalement assez démunis pour le réguler. Ces phénomènes de division de logement ou division pavillonnaire se développent généralement dans des territoires qui conjuguent un certain nombre de facteurs. D'abord, un stock de logements individuels important, puisque c'est bien dans ces types de typologies que la division a un sens. On a des surfaces plus importantes et donc on peut plus facilement diviser des logements pour en créer de nouveaux. Deuxième facteur important, des prix à l'acquisition assez bas qui rendent finalement le rendement locatif dans les cas où on veut le louer pour l'investisseur particulier qui voudrait y consentir un rendement locatif assez maximisé. On n'achète pas cher des logements, on arrive à les louer finalement assez cher et donc forcément le rendement locatif est important. Dans ces cas-là, bien évidemment, ce sont souvent des logements en mauvais état, ce qui concourt pour une grande partie au fait qu'une part importante de ces logements soient des logements indignes après division. Et puis, un troisième facteur très important également, une forte pression de la demande émanant de ménages modestes à très modestes qui, y compris au regard de la tension sur le parc locatif social, ne peuvent trouver un logement dans des délais satisfaisants et qui se retrouvent par défaut reportés dans ce parc privé dégradé et donc dans ces logements de faible qualité. Face à ce phénomène donc, les collectivités avaient, pour une partie d'entre elles, déjà essayé de mobiliser des instruments opérationnels adaptés, sans pour autant disposer d'un cadre réglementaire très clair, parce qu'effectivement, la division des logements n'ayant pas en tant que tel un focus spécifique de la lutte contre l'habitat indigne. Alors, dispositif un peu à la carte au niveau local, parfois un petit peu bricolé, parce que, encore une fois, les instruments opérationnels sont plutôt naissants sur cette question-là. Déjà au titre du repérage des logements divisés et des logements divisés donnant lieu à de l'habitat indigne, avec dans les instruments généraux que mobilisent les collectivités locales, des choses très concrètes de type ajout de compteurs, développement de boîtes aux lettres sur la voie publique, donc un travail d'arpentage très important, un travail de fourmi très important pour pouvoir repérer ces logements divisés, croisement de fichiers entre les différents services communaux qui permettent d'identifier les secteurs dans lesquels on a un développement important de la population qui n'aurait pas été planifié dans le cadre du développement urbain et des constructions connues par la collectivité locale, et aussi, et je ne sais pas si on peut s'en satisfaire, la dénonciation, et dans les territoires dans lesquels on a travaillé en Île-de-France, la dénonciation est généralement le premier vecteur de connaissance de ces divisions de logements, c'est-à-dire la dénonciation de la part du voisinage des personnes dont les logements ont été divisés. Par ailleurs, ces moyens de repérage sont rendus de plus en plus complexes puisque pour les propriétaires les plus indélicats, les marchands de sommeil, la connaissance de ces dispositifs de repérage par les collectivités locales les amène régulièrement à contourner ces dispositifs de repérage. Par exemple, au lieu d'ouvrir des compteurs au regard des processus d'information réciproque que mettent en place ERDF avec les collectivités locales, de plus en plus de propriétaires indélicats recourent plutôt à des augmentations de puissance de leurs compteurs, donc on échappe à ce repérage, mais aussi, par exemple, sur le repérage des boîtes aux lettres sur la rue, le recours à des distributions de courrier en interne au logement, ce qui permet là aussi d'éviter ce repérage. Donc on voit bien qu'on est en course permanente entre les instruments opérationnels dont disposent les collectivités locales et le développement du phénomène qui est globalement plus insidieux, moins visible que l'émergence de mal logement ou de situations de marchands de sommeil dans des habitats collectifs d'importance qui sont généralement repérés de longue date et qui permettent effectivement aux collectivités locales, en tout cas, de mettre en place des interfaces plus puissantes avec les personnes concernées. Sur la question du repérage, donc, tout ceci met en évidence, là encore, la nécessité de mobiliser des moyens d'action plus adaptés à la spécificité de ce phénomène, notamment en matière d'outils statistiques. Et les travaux qu'on a menés auprès de la DRIL en Seine-Saint-Denis, mais aussi ce qu'est en train de réaliser la MEL en partenariat avec le CEREMA, montrent
là aussi, le développement de méthodologies nouvelles avec des croisements d'indicateurs qui permettent de mieux repérer les secteurs potentiellement soumis à division et dans ces secteurs soumis à division, ceux pouvant donner lieu à une part importante de logements indignes. Alors, d'un côté, donc, on parlait du repérage. Pour ce qui est du traitement ou de la prévention de la division des logements, là aussi, des difficultés à mobiliser des instruments opérationnels qui n'ont pas toujours été prévus pour ces cas spécifiques, notamment dans les étapes amont de régulation permettant d'éviter l'émergence de ces logements indignes suite à une division. Globalement, les instruments que mobilisent les collectivités locales pour éviter, encore une fois, la division de logements donnant lieu à du mal logement, 3 grands codes sont mobilisés. D'une part, le code de l'urbanisme et de la construction et de l'habitation, vraiment dans cet objectif amont de dissuader la division de logements, alors non seulement donnant lieu à mal logement, mais aussi ayant pour incidence le fait de faire perdre à certains quartiers la spécificité d'un tissu d'habitat individuel, qui parfois est très important et vecteur de mixité sociale dans un certain nombre de territoires. Au titre donc de ces codes, quelques exemples d'encadrement permettant d'éviter le plus possible la division de ces logements, des obligations de création de places de stationnement ou de locaux à ordures ménagères dans l'espace de la parcelle, qui effectivement contraint la division de ces logements, principe de surface minimum d'espace vert, prescription dans le PLU de surface minimum de logement ou de pourcentage plafonné de petits logements. Donc tout ceci est tout particulièrement consacré à éviter la disparition de logements individuels et leur bascule en logement collectif. En aval, on rentre dans le droit commun de la lutte contre l'habitat indigne avec la mobilisation, si je puis dire classique, du Code de la santé publique au titre des locaux impropres à l'habitation. Alors dans le cas particulier de la division des logements, c'est par exemple la mise à l'habitation de caves ou de greniers qui ne disposent pas ou peu d'ouverture sur l'extérieur, ou dont les plafonds, les hauteurs sous plafond sont inférieures à 2,10 m, ou encore soumis à très forte humidité. Donc là, on relève effectivement du Code de la santé publique. La question de la suroccupation des logements peut être également mobilisée. Par exemple, quand on consacre une chambre à l'accueil complet d'une famille, bien évidemment, on est très rapidement dans des situations de suroccupation qui, là aussi, permettent au pouvoir public de traiter le phénomène au titre de l'habitat indigne. Et puis la mobilisation également du code pénal au titre, on va dire, plus général de la lutte contre les marchands de sommeil, qui là aussi est un sujet plus général qui ne concerne pas que la division des logements. Donc on voit bien là que les collectivités locales mobilisent des dispositifs réglementaires qui n'ont pas été au départ imaginés spécifiquement pour la division des logements et qui sont relativement limités dans la régulation amont du phénomène, qui est d'ailleurs un enjeu similaire au titre de la location et du permis de louer. Alors, qu'apportent les nouveaux dispositifs introduits par la loi ALUR? Déjà, il y a 2 familles de dispositifs qui ont été développés, encore une fois, dans l'intention de traiter en amont les phénomènes de développement du logement indigne dans les territoires. Donc 2 groupes de dispositifs, ce qu'on appelle la filière mise en location, au titre de l'article 92 et 93 de la loi ALUR, mais aussi du décret du 19 décembre 2016 et l'arrêté du 4 avril 2017. Donc on voit bien qu'on est dans des instruments très récents, avec 2 sous-outils, ce qu'on appelle la déclaration de mise en location, qui est plutôt aval, c'est-à-dire qu'on déclare une mise en location et c'est un instrument de veille pour les collectivités locales de repérage de logements potentiellement indignes, et l'autorisation préalable à la mise en location. Donc là, on est non pas dans une déclaration, mais dans une autorisation, et on est en amont, puisqu'elle doit être préalable à la mise en location, avec la possibilité pour la collectivité de vérifier que ces logements qui seront mis en location sont conformes à la réglementation. Deuxième filière, la filière division, dans l'objectif d'éviter, là aussi en amont, la création de logements, de division de logements, là encore non conformes à la réglementation, que ce soit la réglementation au titre de la santé et de la sécurité des occupants ou au titre du code de l'urbanisme, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, de maîtrise de la disparition de logements individuels considérés dans un centre de territoire comme un grand potentiel de diversité de l'offre et de mixité sociale.
Donc là, la filière division est régie par l'article 92 de la loi ALUR et l'arrêté du 8 décembre 2016. Voilà, et ça s'appelle l'autorisation préalable à la division. Très concrètement, et on verra les détails plus loin, ces outils apportent effectivement de nouveaux moyens aux collectivités locales en matière de lutte contre l'habitat indigne, autour d'un certain nombre d'intérêts, d'objectifs. Premier apport, c'est un apport en matière d'observation, et là, les 3 instruments que je viens de décrire y concourent, puisque au travers des documents qui sont adressés à la collectivité locale, on a un certain nombre d'informations relatives à la nature des propriétaires, est-ce que c'est un propriétaire particulier ou institutionnel, la consistance et les caractéristiques des logements, y compris la rotation, puisque pour l'autorisation préalable à la mise en location et la déclaration de mise en location, ça se met en place à chaque location. Un instrument très important aussi de repérage, puisque les informations qui sont présentes dans ces dossiers permettent plus facilement de repérer les logements potentiellement indignes et de mobiliser le droit commun. C'est notamment le sens de la déclaration de mise en location, puisqu'elle n'a pas vocation à bloquer la location, mais à donner au pouvoir public un certain nombre d'informations sur la caractéristique de ces logements. Un apport très important de pédagogie, d'information des propriétaires sur la réglementation, leurs obligations en tant que propriétaires bailleurs notamment. Et ça, c'est l'apport des 2 instruments, l'ensemble des instruments que j'ai décrits tout à l'heure. Dans le même registre que la pédagogie, un enjeu très important de traitement amont et de prévention. Encore une fois, ce sont des instruments pour l'autorisation préalable, que ce soit dans la division ou dans la location, qui viennent en amont de la division et de la location. Donc effectivement, là, on est vraiment dans l'anticipation de risques potentiels de création de logements indignes. Et puis, on peut aller jusqu'au blocage, soit des travaux, soit de la mise en location, quand c'est manifestement non conforme à la loi. Ce qui est important au regard de l'apport de ces instruments, au regard des débats qu'il y a pu avoir au niveau national, notamment de la part des agents immobiliers qui se sont émus de l'atteinte que ces instruments, et notamment le permis de louer, portaient au titre de la propriété privée. Ce qui est très important, et je pense que peut-être que le témoignage de Lille pourra le mettre en lumière, c'est que ce sont des instruments finalement très positifs pour les propriétaires de bonne foi, puisque ce sont des instruments qui leur permettent d'être réassurés dans le fait que oui, la location qu'ils vont mettre en place est respectueuse de la loi, et oui, la division qu'ils vont mettre en place est respectueuse de la loi, encore une fois, notamment au titre de l'habitat indigne, qui de toute façon est régi par la réglementation. Donc c'est vraiment un point qui me semble très important au regard, encore une fois, des débats parfois très animés qu'il y a eu au niveau national, de la part de représentants des propriétaires, des petits propriétaires privés, parce que finalement, il me semble qu'au contraire, c'est un instrument qui est très positif pour eux et pas uniquement pour les pouvoirs publics. Alors, si on regarde les choses de manière encore plus concrète, d'abord, à quel type de logement et à quel type de secteur ces 3 instruments peuvent s'adresser? Là aussi, ce sont donc des instruments qui, encore une fois, sont notamment mobilisés dans la lutte contre l'habitat indigne. Donc, ils peuvent s'adresser à ce titre à des secteurs plus ou moins vastes, mais toujours justifiés pour la filière location, justifiés par cet objectif de lutte contre l'habitat indigne. Donc, il faut que ce soit des zones qui comportent une proportion importante d'habitat dégradé ou des zones délimitées en tant que telles au titre de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne. On verra tout à l'heure les cartographies réalisées par la métropole européenne de Lille qui montrent effectivement les hiérarchisations des problèmes qu'on peut avoir autour de ces questions d'habitat indigne qui peut amener les pouvoirs publics à déterminer des zones plus ou moins importantes. C'est la même chose pour la filière entre guillemets division, puisque là aussi les zones soumises à autorisation préalable à la division sont notamment concernées par les secteurs à risque au titre de l'habitat indigne, mais c'est aussi, ça peut s'adresser également à des zones délimitées dans le PLU au regard de ces enjeux, encore une fois, de préservation d'une certaine forme urbaine ou de logements de taille suffisante. Donc il y a quand même cet objectif complémentaire qui est consacré à la filière division, mais plus globalement, c'est quand même la question de l'habitat indigne qui justifie le découpage de ces périmètres. Au titre de l'instruction, comment ça se passe? Alors, si on regarde d'abord la filière location, l'autorisation et l'acte administratif doit être préalable à la mise en location et elle se reproduit à chaque mise en location de la part du propriétaire bailleur.
Les agents instructeurs ont 1 mois pour délivrer leur autorisation. Dans le cas où il n'y a pas de réponse, le silence vaut accord. Donc, il faut avoir à l'esprit que ces délais sont finalement assez courts. Et l'autorisation doit être jointe au contrat de bail, ce qui permet dans la suite de mettre en place des dispositifs de veille et des dispositifs coercitifs là où c'est nécessaire, et j'y reviendrai tout à l'heure. Toujours dans la filière location, au titre de la déclaration, les délais sont plus souples, puisque le principe, c'est de déposer sa déclaration au moment ou après la mise en location. C'est vraiment une déclaration, ça n'est pas une autorisation préalable. Et le propriétaire bailleur a 15 jours pour déposer sa déclaration suite à la signature du bail. Là aussi, il y a une traçabilité du dispositif, puisque la déclaration est transmise pour information par le propriétaire au locataire. Pour la filière division, là aussi, on est dans le principe d'une autorisation préalable, donc c'est en amont de la division. Les pouvoirs publics doivent délivrer cette autorisation avant le commencement des travaux. Les délais sont plus courts, ils sont de 15 jours, donc c'est d'autant plus important et impactant en matière de moyens organisationnels. Là aussi, le silence vaut accord, donc si l'administration n'apporte pas de réponse, l'accord est automatique. Pourquoi les délais sont plus courts dans la division que dans la location? C'est notamment pour permettre, et j'y reviendrai tout à l'heure, l'organisation de visites dans le cas de l'autorisation préalable à la mise en location, puisque les pièces qui sont jointes au dossier de demande d'autorisation sont assez fournies, mais parfois ne permettent pas pleinement de s'assurer de la conformité des logements avec le code de la santé publique ou le code de la construction. Et donc, il y a de forts enjeux dans le cadre de cette autorisation préalable à la mise en location, de pouvoir organiser des visites pour vérifier effectivement la conformité des logements. C'est la raison pour laquelle les délais sont plus longs que dans la division, puisque par principe, si l'autorisation est préalable à la division, les travaux n'ont pas été réalisés. Sur les critères de refus, donc quel motif peut mobiliser la collectivité pour refuser ou autoriser l'allocation d'un côté et la division? Au titre de l'autorisation préalable à la location, le refus est automatique si le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril. Donc, il faut que les services instructeurs aient assez facilement accès à cette information. Et l'autorisation est soumise à condition si le logement est jugé susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique, à l'examen des pièces, mais aussi à la visite, puisque l'analyse du caractère potentiellement indigne des logements est finalement assez subtile dans son appréciation et parfois difficile sur la simple instruction de documents écrits. Pour ce qui est de la déclaration, par principe, elle ne donne pas lieu à un refus, puisque c'est une simple déclaration. Pour autant, la collectivité a obligation, dans le cas où les pièces qui sont transmises montrent que le logement ne respecte pas la loi, d'en informer le propriétaire et, si le logement ne respecte pas la loi, de mettre en place tout l'arsenal de lutte contre l'habitat indigne au titre du droit commun. La filière division relève de plusieurs codes, donc le code de la construction et le code de l'urbanisme. Là aussi, le refus est automatique si les logements sont soumis à arrêté de police, que ce soit l'insalubrité, le péril ou l'interdiction d'habiter. Le refus peut être également invoqué au titre des principes de surface et de volume habitable minimal, qui correspondent à un logement neuf, 14 mètres carrés et 33 mètres cubes. Et également si le logement ne dispose pas des équipements suffisants pour permettre leur habitabilité dans les conditions là aussi de la réglementation. Le refus peut être invoqué au titre de code de l'urbanisme, là encore aussi s'il ne respecte pas les dispositions prévues dans le PLU au regard des informations que j'indiquais tout à l'heure, et un refus là aussi soumis à condition pour les mêmes raisons que le permis de louer risque d'atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. Ces trois instruments donnent lieu à des pénalités spécifiques qui viennent compléter l'arsenal juridique de la lutte contre l'habitat indigne. Au titre de l'autorisation, si le propriétaire ne dépose pas sa demande d'autorisation préalable, les pénalités peuvent aller jusqu'à 5 000 € qui sont versés à l'ANA. S'il ne régularise pas sa situation,
c'est-à-dire qu'il ne dépose toujours pas sa demande d'autorisation préalable, la pénalité peut aller jusqu'à 15 000 €. Et si la location a lieu en dépit d'une décision de rejet ou de non-réalisation des travaux qui peut constituer une des clauses d'autorisation, c'est-à-dire une autorisation sous condition de réalisation des travaux, si ces travaux ne sont pas réalisés, l'amende peut aller jusqu'à 15 000 €. Dans le cas de la déclaration, si la déclaration n'est pas faite, là aussi, on a le même niveau de pénalité que dans le cas de l'autorisation préalable, 5 000 €. Dans le cas de la division sans autorisation préalable, là aussi, on peut aller jusqu'à des sanctions alors qui sont plus importantes, jusqu'à 15 000 € s'il n'y a pas d'autorisation préalable. Si la régularisation n'est pas faite, 25 000 €. Voilà, alors si on rentre un petit peu plus dans le détail sur les processus, je vais aller quand même sur les éléments d'enseignement essentiels des processus, parce que le schéma est un petit peu complexe. La filière location. D'abord au titre de l'autorisation préalable, on le verra tout à l'heure avec le témoignage de la métropole européenne de Lille, mais la mise en place de cet instrument peut être organisée soit par l'intercommunalité, l'EPCI, compétent en matière d'habitat, ou à défaut par la commune. Et c'est vraiment cet enjeu pour les territoires qui souhaiteraient mettre en place ce type d'instrument. Il y a vraiment un enjeu à identifier quelle est l'autorité la plus compétente pour mettre en place cette autorisation et si le chef de file est l'intercommunalité ou si le chef de file est la commune, il y a aussi des process assez fins à organiser dans le cas où il y aurait quand même partage de compétences sur tout ce processus que vous voyez dans cette diapositive. Alors, première partie de processus, le propriétaire dépose bien sa demande d'autorisation préalable, il reçoit automatiquement un récépissé de la part de la collectivité locale qui a 1 mois pour instruire le dossier et accorder soit son autorisation, soit une autorisation sous condition de travaux, soit un refus. L'autorisation, dans le cas d'autorisation, l'acte est joint au bail, et donc le ménage locataire en est destinataire. Dans le cas d'une autorisation sous condition, il y a un certain nombre de travaux à réaliser par le propriétaire bailleur. Dans le troisième cas de figure, on est dans le cas d'un refus, avec un refus qui bien évidemment doit être motivé pour les motifs que j'ai indiqués tout à l'heure. Il peut y avoir mobilisation ensuite de sanctions ou d'actions coercitives, donc les amendes que j'évoquais tout à l'heure, dans le cas de non-dépôt d'une autorisation ou de location sans autorisation préalable. Et puis, on peut mobiliser également au titre du droit commun la consignation des APL, dans le cas où le logement ne respecte pas la réglementation, ce qui montre tout l'enjeu effectivement d'avoir cette traçabilité de l'acte administratif qui autorise le propriétaire bailleur à louer, puisque c'est transmis au locataire et qui est le locataire, effectivement, dans le cas où il ne l'aurait pas, peut mobiliser ses pouvoirs publics, mais aussi la CAF, qui doit pouvoir être informée de la mise en place de ce dispositif pour là aussi alerter les pouvoirs publics au cas où elle n'aurait pas eu transmission de cette autorisation. Dans le cas où le propriétaire ne dépose pas sa demande, là aussi, on peut mobiliser les sanctions que j'ai évoquées tout à l'heure. Le process de la déclaration est plus simple. Là aussi, c'est un instrument qui peut être mobilisé soit par l'intercommunalité, soit par la commune. Là aussi, dans des secteurs spécifiques ou sur des logements spécifiques. Si le propriétaire ne dépose pas sa déclaration, on a mis en place les pénalités que j'indiquais tout à l'heure. Et dans le cas où la déclaration est faite, le récépissé est transmis au locataire. Quelles sont les pièces qui sont transmises par le propriétaire bailleur à la collectivité locale? Ce sont les pièces qui doivent permettre de motiver le refus ou l'autorisation, donc des pièces techniques, diagnostic de performance énergétique, risque d'exposition au plomb, la question de l'exposition à l'amiante, etc. Donc ce sont des dispositions effectivement qui sont importantes, mais aussi limitées, ce qui met en évidence tout l'enjeu de pouvoir organiser des visites par les agents instructeurs pour constater au sein du logement le respect de la réglementation sur l'ensemble des dispositions inscrites au Code de la construction et au Code de la santé publique. Je précise que les formulaires CERFA ont été formalisés par l'État au niveau national et qui permettent de préciser, donc vous pouvez les télécharger sur Internet, permettent de préciser l'ensemble de ces informations.
Alors, la filière division, là aussi, relève à peu près des mêmes process. L'outil peut être mobilisé et mis en place par le PCI ou par la commune, là aussi sur des secteurs à présomption d'habitat indigne ou les zones délimitées comme telles au PLU au regard des enjeux de taille minimale des logements. Si le propriétaire dépose sa demande, l'instruction est de 15 jours. Elle donne lieu soit à une autorisation soumise à condition de travaux, soit à un refus. Et si le propriétaire ne dépose pas sa demande, le préfet lui demande de se mettre en conformité dans un certain nombre de délais et on mobilise l'arsenal des pénalités que j'ai évoquées tout à l'heure. Sur quelle pièce l'autorisation préalable à la division peut être mise en place? Là aussi, des documents qui doivent permettre d'apprécier la conformité des logements avec la réglementation, nature et consistance des travaux, surface des planchers au regard des 14 mètres carrés que j'évoquais tout à l'heure, hauteur de sous-plafond, volume habitable, surface des baies, des plans cotés qui peuvent faire apparaître la situation avant et après travaux. Donc tout l'enjeu, ce sera notamment de voir précisément ce que présentent ces plans cotés, les dossiers techniques relatifs à l'amiante et relatifs également au plomb. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop technique. Tout ceci peut être mobilisé très facilement et on pourra, si vous avez la possibilité sur le site d'Idéal Connaissance de déposer des documents, on pourra déposer l'ensemble des documents réglementaires relatifs à ces filières mises en location et mises en division. Simplement, qu'est-ce qu'on peut dire de manière assez plus globale, hein, si on prend du recul sur ces instruments opérationnels? Et premier point, et je pense que Héloïse Delmotte en parlera de manière assez concrète, en matière de conditions de succès, ça appelle de vraies questions organisationnelles, notamment au regard des délais très courts d'instruction de la part des collectivités locales, 1 mois pour l'autorisation préalable à la mise en location, 15 jours pour l'autorisation de division. Donc on voit bien là que ça nécessite de la part des agents instructeurs une très forte réactivité, puisqu'ils engagent en quelque sorte leur responsabilité en indiquant que le logement est conforme ou pas à la réglementation. Ça appelle donc des enjeux organisationnels, notamment en matière de quantité, de moyens, équivalent temps plein des services instructeurs, mais aussi en matière de compétences, puisqu'on est notamment dans le cadre de l'autorisation préalable à la division, à l'interface entre des compétences qui relèvent de l'urbanisme, donc des services de l'urbanisme, mais également du code de la sécurité, de la santé publique et du code de la construction, donc également en interface très forte avec les communes, les collectivités qui en disposent, les services hygiène qui effectivement ont une expertise très forte sur le respect de ces codes. Donc un gros enjeu organisationnel avant de se lancer dans ce type de dispositif et d'instruments. D'autant plus que l'autorisation effectivement engage la collectivité. Si les délais ne sont pas respectés, on est dans le registre d'une autorisation tacite. Deuxième grand enjeu organisationnel, le partenariat local, puisque notamment au regard des sanctions que j'ai évoquées tout à l'heure, il est absolument important que les services de l'État qui mettent en place ces pénalités soient très mobilisés, là aussi dans les délais impartis, mais aussi la caisse d'allocation familiale, pour s'assurer que les autorisations de mise en location notamment ont bien été mises en place, puisque c'est une pièce qui ensuite permet d'alerter le cas échéant à la collectivité sur le fait que tel logement dans tel secteur n'a pas suivi le process requis, soit d'autorisation préalable, soit de location, de déclaration, ce qui peut effectivement donner lieu à suspicion de non-respect de la réglementation. Donc ce partenariat avec la CAF est très important dans un moment où les caisses d'allocation familiale sont en forte réorganisation locale et disposent de moyens assez limités. Dernier point important en matière de gouvernance, c'est la répartition des compétences et des responsabilités réciproques entre l'intercommunalité et la commune. Et là aussi, l'exemple de la métropole européenne de Lille permettra de montrer de quelle manière les choses doivent se caler au plus fin. On est peut-être dans un certain nombre de cas dans une répartition partagée entre l'information et la communication au grand public, l'instruction, les process de partage d'expérience. Peut-être qu'effectivement, on n'est pas forcément dans une compétence exclusive, mais plutôt dans un partage de responsabilités, ce qui implique d'autant plus de réactivité dans les délais impartis très courts de ces deux filières, location et division. Des enjeux juridiques pour la collectivité, puisque les pièces que je viens de décrire sont importantes, mais quand même limitées. Et dans les deux outils d'autorisation préalable,
parfois peuvent mettre en évidence la nécessité d'organiser des visites pour s'assurer finement du respect de la réglementation de ces logements, choses qui ne peuvent pas toujours être instruites sous simple examen de pièces techniques. Et puis je terminerai par un retour, un enseignement un peu plus politique. Il me semble que ces instruments Allure permettent la reconnaissance d'un phénomène très important, notamment par rapport à l'exemple que j'évoquais sur la question de la division des logements, qui est un phénomène en grand développement, qui interpelle de plus en plus les collectivités locales qui se retrouvaient assez démunies dans la mobilisation d'instruments opérationnels. C'est donc la reconnaissance effectivement de ce phénomène nouveau de mal logement, avec globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plutôt des instruments qui apportent de grandes nouveautés au titre de la prévention de ces phénomènes de génération de logements indignes, instruments plutôt préventifs et très bien adaptés aux petits propriétaires bailleurs qui ont la volonté de bien faire les choses, qui bricolent parfois des logements, dans le cas de la division, ou même dans le cas d'achat de logements voués à la location dans un objectif de rentabilité, certes, mais sans pour autant vouloir être dans des phénomènes de marchands de sommeil purs et durs tels qu'on peut les connaître par ailleurs. Donc, ce sont des instruments très bien adaptés pour ces petits propriétaires plutôt dans la volonté de bien faire, mais qui ne connaissent pas bien la réglementation et qui parfois, encore une fois, bricolent leur logement et qui, sans le vouloir, ne respectent pas la réglementation et peuvent du coup être dans des dispositifs coercitifs très lourds. C'est donc bien adapté dans ces cas-là. C'est peut-être moins adapté aux phénomènes de marchands de sommeil très professionnels, très bien organisés et qui certainement pourront continuer à contourner la réglementation, que ce soit dans le cas de la location ou dans le cas de la division. C'est aussi un outil, du point de vue de ce que j'indiquais sur les petits propriétaires qui veulent bien faire les choses, qui, à mon sens, concilie finalement assez bien la lutte contre l'habitat indigne, donc s'assurer qu'on respecte la réglementation qui préexiste en tant que telle, et la préservation de la propriété privée au regard de ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un outil de réassurance de ces petits propriétaires privés qui peuvent être aussi sécurisés dans le fait qu'il n'y aura pas de difficulté à partir du moment où il y a une autorisation préalable à la mise en location, une autorisation à la division, ils ne seront pas embêtés et ils vont louer leur logement dans des conditions satisfaisantes. Dernier point, un peu d'articulation de ces trois dispositifs. Sur la question de la mise en location, on est finalement dans une instruction et des effets juridiques pour la collectivité assez similaires entre la déclaration et l'autorisation préalable, ce qui peut quand même donner un intérêt un peu moins important à la déclaration préalable à la mise en location, parce que finalement, la déclaration ne permet pas de bloquer la mise en location, mais la collectivité est un peu soumise aux mêmes obligations juridiques. Et puis, par ailleurs, il me semble qu'il y a un grand intérêt à combiner les deux instruments mise en location et division, puisque l'autorisation préalable à la division s'organise à un temps T, au moment de la division des logements. Et puis, dans la durée, il y a quand même peut-être parfois, dans les secteurs dépréciés, des risques de redégradation des logements. Et dans ces cas-là, l'intérêt d'adosser à des secteurs soumis à la autorisations de division des secteurs soumis à autorisation de location, de pouvoir vérifier dans la durée, à chaque remise en location, la conformité de ces logements au regard de la réglementation relative à l'habitat indigne. Donc un grand intérêt, encore une fois, peut-être à combiner ces différents instruments dans les territoires qui souhaiteraient, encore une fois, mobiliser des instruments plus préventifs dans la lutte contre l'habitat indigne. Très bien. Je vous remercie, Madame Ledeuf, pour cette présentation. On va passer à la présentation de Madame Héloïse Pachon-Delpech. Bon, la métropole européenne de Lille, donc c'est un territoire qui est vraiment marqué par une densité et une urbanité importante, donc qui est composé de 90 communes, notamment avec l'intégration de la communauté de communes des WEP au 1er janvier 2017. Et qui fait qu'aujourd'hui, l'agglomération est la 4e agglomération par sa taille, puisqu'on compte plus d'1 120 000 habitants sur le territoire, avec 4 communes qui ont plus de 65 000 habitants, dont 230 000 habitants à Lille. Donc c'est vraiment un territoire qui est hétérogène, entre des communes urbaines qui sont denses
et d'autres communes qui sont un peu plus rurales et qui font que quand on travaille sur la thématique de l'habitat et du logement, il faut effectivement adapter les politiques à ce territoire hétérogène. Donc le programme local de l'habitat de la MEL a été adopté en 2012 pour une durée de 6 ans. Donc là, la révision en ce moment est engagée. Un premier bilan à mi-parcours a été tiré. Donc ce bilan a mis en évidence que la croissance démographique du territoire était faible quand même et qu'elle se dégradait toujours avec un déficit migratoire toujours négatif. Et donc la croissance, elle est simplement portée par l'augmentation du nombre de ménages qui génère quand même une pression importante sur les besoins en logement du territoire. Donc on a des besoins en logement qui sont importants. La production neuve, malgré une nette amélioration entre 2008 et 2012, reste insuffisante pour satisfaire le marché du logement qui est particulièrement tendu. Donc vous avez devant vous une diapositive avec 2 diagrammes. Donc le diagramme qui est en haut à droite représente le parc de logement. Donc on remarque que ce dernier se répartit pour moitié entre propriétés occupantes et locataires, qui se répartissent même entre locataires privés et locataires HLM. Donc on se rend bien compte ici que le parc locatif privé sur le territoire est très bien représenté. Il est aussi très bien représenté sur le territoire lillois, qui concentre près de la moitié du parc locatif privé métropolitain. Et le diagramme qui est en bas à gauche montre que la croissance des résidences principales est surtout portée par le parc locatif privé, dont on voit que l'augmentation est 2 fois plus importante en valeur absolue que celle des autres parcs entre 2009 et 2013. Donc d'autres chiffres qui vous sont présentés sur le parc privé du territoire métropolitain. Comme on l'a vu juste avant, 75% des logements de la métropole sont des logements privés. C'est un parc qui est très ancien, puisque la moitié du parc date d'avant 1948, majoritairement individuel, et qui abrite aujourd'hui des ménages très modestes. Puisqu'on a 20% des ménages qui occupent le parc privé, qui se situent sous le seuil de pauvreté. S'agissant du parc potentiellement indigne, qui est un enjeu fort pour le territoire de la métropole européenne de Lille, on dénombre encore aujourd'hui 43 000 logements potentiellement indignes, dont 24 500 sont locatifs. Donc ça veut dire que près de 20% du parc locatif aujourd'hui est potentiellement indigne et que ce chiffre est en croissance par rapport à 2017 de 20%. Donc c'est vraiment un enjeu important pour nous. On a près de 120 000 personnes qui se situent en situation de mal logement. Donc ces chiffres montrent l'importance du parc locatif privé sur le territoire et sur l'évolution du parc de logement. Et ils montrent aussi que le parc locatif est confronté à des enjeux de mise aux normes et de réponse aux besoins des habitants, puisqu'on a encore une forte proportion de logements locatifs potentiellement indignes. Donc les cartes qui vous sont présentées à la suite sont des cartes qui ont été réalisées par la MEL dans le cadre de son observatoire de l'habitat privé, dont le but était de mettre en évidence la territorialisation des enjeux sur le parc privé, donc la territorialisation des enjeux, excusez-moi, c'est parce que j'ai un retour écho dans le téléphone. La territorialisation, donc là on a vraiment la répartition des enjeux à la commune. Donc, c'est-à-dire que plus la couleur est foncée, plus les enjeux sur le parc privé sont importants. Donc, sans surprise, on se rend bien compte que le secteur le plus urbain, Lille, Roubaix, Tourcoing, concentre les secteurs les plus à enjeu en termes de parc privé. Mais on a aussi tous les secteurs au nord de la Lille, au nord du territoire, le long de la Lille, donc Armentières, Aluin, Oupli, nos communes, qui sont d'anciennes communes de l'industrie du textile et qui essaient de trouver aujourd'hui une nouvelle dynamique économique et sociale, mais dont les enjeux sur le parc privé restent importants. On a ensuite une seconde carte qui montre la territorialisation de ces enjeux à l'échelle de la section cadastrale. Donc l'idée ici, c'était vraiment de pouvoir identifier au sein des communes des secteurs prioritaires en termes d'enjeux sur le parc privé qui sont ensuite croisés avec les données de terrain de chacune des communes. Donc s'agissant de la division de logement, une petite slide quand même pour présenter cet enjeu sur notre territoire.
On a encore, aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'accentue, puisqu'on a 10% du parc privé en 2015 qui était issu de la division de logement. Une étude qui avait été qui avait été réalisée en 2012 avait montré qu'on avait à peu près entre 1000 et 1600 logements par an qui étaient issus de divisions. Donc c'est vraiment important. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces logements créés par restructuration représentent près de 40% de la production totale de logements sur le territoire. D'un point de vue spatial, c'est surtout les villes-centres anciennes qui sont concernées, et le phénomène se diffuse de plus en plus sur les communes résidentielles de première couronne, que effectivement, dans les villes dans les villes-centres, quasiment tout ce qui est à diviser est déjà divisé. Et donc le phénomène maintenant se diffuse dans les communes de première couronne et aussi dans les secteurs périurbains. Donc la division, c'est vraiment un phénomène qui est peu visible, peu contrôlable aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'outils pour encadrer ce phénomène, qui produit la plupart du temps des petits logements de qualité souvent insuffisante qui sont destinés à la location. Et donc on a vraiment un besoin de réguler ce phénomène pour garantir la qualité des logements créés et limiter aussi la spécialisation croissante des territoires, puisque la division entraîne la raréfaction des grands logements en ville et participe au départ des familles vers la périphérie. Donc sur notre territoire, les principaux enjeux, c'est de faire face à la croissance des besoins en logement de la population métropolitaine, donc en accompagnant la production neuve et la réhabilitation de qualité, donc favoriser la mixité dans l'habitat et l'accès au logement pour tous, et surtout, comme on l'a vu, accompagner la forte croissance du parc locatif privé par une maîtrise des loyers, la qualité des logements mis en location et la régulation du phénomène de division des logements. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important, et aussi de pouvoir permettre à tous de se loger dans des conditions décentes, et notamment pour les habitants les plus fragilisés. Donc les outils introduits par la loi Allure qui ont été présentés précédemment apportent vraiment des réponses nouvelles et complémentaires aux outils existants sur le territoire. Donc comme on l'a vu, la lutte contre l'habitat indigne, c'est une politique qui est vraiment importante sur le territoire métropolitain. On connaît les moyens d'intervention aujourd'hui, puisque ça peut être la prévention, l'incitation à travers des aides financières directes ou indirectes, notamment avec les opérations conventionnées avec l'ANAT, PIG, lutte contre l'habitat indigne ou prévention en copropriété, ou ensuite les mesures coercitives et de contrôle du respect des textes. Donc c'est souvent des situations qui sont très complexes, qui nécessitent une analyse fine de différentes dimensions et qui entraînent le plus souvent la mise en place de une à plusieurs procédures d'intervention. Donc il y a vraiment une nécessité d'activer ces outils en partenariat, et c'est pourquoi la métropole a mis en place le protocole métropolitain de lutte contre l'habitat indigne. Donc aujourd'hui, on est dans le deuxième protocole qui a été signé en avril 2016 entre la métropole européenne de Lille, l'État, l'Agence régionale de santé, le parquet du tribunal de grande instance de Lille et le barreau des avocats. Donc ce protocole, en fait, l'ambition, c'est d'avoir un portage politique clair de cette politique qui forcément amène à travailler en multi-partenariat. Ça permet aussi de mettre en cohérence les actions de chacun et mobiliser les compétences des communes et partenaires de la LHI. Aujourd'hui, sur le territoire, on a 4 services d'hygiène, mais on a aussi beaucoup de communes qui sont impliquées dans la lutte contre l'habitat indigne. Et donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant les actions des communes les plus impliquées pour pouvoir aussi mutualiser à l'échelle du territoire métropolitain les bonnes pratiques, pour permettre aux communes moins outillées de pouvoir mettre en place des actions adaptées en fonction de la situation. Donc il y a différentes actions qui sont mises en place avec un groupe de travail spécifique, de la formation, de la sensibilisation, un travail sur l'accès aux droits renforcé et aussi un travail sur l'amélioration du chaînage. On a vu que les interventions étaient souvent multipartenariales, donc il y a un vrai enjeu de pouvoir améliorer le chaînage des interventions entre les différents partenaires.
Donc la démarche qui est engagée par la métropole sur les outils introduits par la loi ALUR avec les communes s'inscrit vraiment dans les ambitions de ce protocole. Donc comme on l'a vu, croissance élevée du parc locatif privé sur le territoire, forte proportion de logements locatifs privés sans confort. Donc face à ces constats, la métropole de Lille a souhaité initier une démarche partenariale de réflexion et d'études sur la mise en place des nouveaux dispositifs de la loi ALUR. Donc plusieurs groupes de travail se sont réunis depuis avril 2016, réunissant des élus et des techniciens de près de 30 communes et partenaires de l'habitat aussi, donc la Caisse d'allocation familiale, l'État, l'Agence régionale de santé, la DIL, etc. Donc il y a eu vraiment une forte mobilisation à l'échelle du territoire pour participer à cette démarche. Donc la carte qui vous est présentée croise les enjeux sur le parc privé dont on a parlé tout à l'heure, avec la participation au groupe de travail. Donc on se rend compte que c'est les communes qui doivent faire face à des enjeux forts, pour la plupart participent au groupe de travail, mais on a aussi les communes qui sont plutôt en première couronne, dont on parlait tout à l'heure, dont les enjeux ne sont pas forcément identifiés d'un point de vue statistique, mais qui doivent faire face à des pressions sur le parc privé et donc participent également au groupe de travail. Donc le territoire ne part pas de rien, puisque nous avions déjà expérimenté la déclaration préalable de mise en location entre 2007 et 2012, qui était le régime expérimental prévu par la loi Engagement national pour le logement. Donc 5 communes s'étaient engagées aux côtés de la métropole européenne de Lille, donc Fâche-Tumény, Halluin, Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Donc ces communes s'étaient engagées, avaient souhaité mettre en place l'outil sur la totalité de leur périmètre, donc sauf pour Tourcoing qui avait choisi un secteur, mais sinon la DPML s'appliquait sur tout le territoire de la commune. Et pour les catégories d'immeubles, chaque commune avait choisi librement les catégories souhaitées. Donc ça pouvait être les immeubles collectifs et individuels à usage d'habitation, les meublés ou l'habitat site pourré, qui est un enjeu fort sur notre territoire. La question du parc locatif social s'était posée, mais seule une commune a travaillé sur cette typologie, les autres communes ne souhaitant pas soumettre le parc social à cette démarche. Donc le rôle de la MEL par rapport à cette expérimentation, donc nous, on avait à l'époque mis en place un groupe d'échange trimestriel avec les communes et les partenaires. Plusieurs actions avaient été menées. Il y avait eu un travail sur l'harmonisation du dispositif à l'échelle communautaire, avec la mise en place d'un formulaire commun, la recherche de modalités opérationnelles de visite qui soient cohérentes. Nous avions aussi travaillé sur la communication auprès des partenaires, donc la MEL s'était engagée aussi de ce côté-là, avait travaillé sur l'interface avec le ministère et avait aussi mis en place un club des communes et des EPCI qui avaient été retenus pour l'expérimentation à l'échelle nationale. Donc c'était vraiment un rôle d'animateur et de coordinateur. Donc s'agissant des résultats, ils ont été assez différents d'une commune à l'autre, mais globalement, nous avons eu 2600 déclarations transmises en une année, c'est quand même important. Et les principaux points qui en sont sortis, c'était qu'entre 60 et 70% des logements étaient décents à la première visite, et que parmi les 30 à 40% non décents, les désordres étaient légers, et les propriétaires avaient fait les travaux rapidement. Donc plutôt un bilan plutôt positif par rapport à la visée de l'outil, qui était principalement préventive et pédagogique à l'époque. Donc sur les enseignements de cette expérimentation, donc comme je disais, un outil qui a joué son rôle préventif et pédagogique, mais qui a montré quand même la nécessité de moyens humains supplémentaires pour les communes qui s'engagent, en termes d'instruction et en termes de visite, surtout quand il y a suspicion de logement non décent. Le partenariat avec la CAF, qui est vraiment essentiel, qui était essentiel à l'époque et qui l'est toujours dans la démarche qui est menée actuellement. Et puis la nécessité d'un dispositif de communication efficace
pour pouvoir communiquer auprès des partenaires de l'immobilier sur ce dispositif et faire comprendre l'intérêt aussi pour les propriétaires bailleurs de s'engager à cette déclaration pour pouvoir aussi derrière avoir une visite du logement et un contrôle de son logement au regard des normes de défense. Donc s'agissant de la démarche aujourd'hui, donc on partait déjà de l'expérimentation de la DPML. Aujourd'hui, on a mis en place, donc depuis avril 2016, comme je disais, des séances de groupe de travail pour affiner les attentes de chacune des communes et des partenaires, pour partager aussi les pratiques et les questions qui étaient relatives à la mise en œuvre des outils. Donc l'objectif principal, c'était bien sûr de renforcer les outils à disposition des communes pour lutter contre l'indécence des logements dans les secteurs prioritaires, avec des objectifs particuliers qui répondent aux enjeux dont on a parlé en début de présentation, notamment de mieux encadrer les divisions de logements, qui est vraiment un angle mort aujourd'hui sur le territoire, de pouvoir contrôler la qualité des logements qui sont mis en location, et donc c'est en lien aussi avec la division, puisque la majorité des logements divisés sont mis en location, donc il y a vraiment un lien entre ces deux outils, de pouvoir contrôler la qualité des logements mis en location avant et après, de pouvoir disposer d'outils coercitifs complémentaires à ce existant, notamment par les sanctions qui sont prévues au niveau des allocations au logement de la CAF et des sanctions du représentant de l'État, de pouvoir accompagner les propriétaires bailleurs dans l'amélioration de leur logement. Tous les propriétaires bailleurs ne sont pas des propriétaires bailleurs indélicats, loin de là. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire de la prévention en amont, faire connaître les règles de décence, même basiques, et donc accompagner le propriétaire bailleur par la mise à disposition de documents qui lui permettent de connaître les normes et les travaux qui sera faits dans ce logement. Et puis, il y avait aussi un enjeu important pour le territoire métropolitain et pour les communes, c'était de pouvoir repérer ces logements potentiellement indignes et aussi améliorer la connaissance du parc locatif privé qui est aujourd'hui peu connu. Donc aujourd'hui, où nous en sommes avec les communes avec lesquelles nous travaillons, on se rend compte que la mise en œuvre, s'il y a mise en œuvre de ces outils, elle sera à géographie variable sur le territoire métropolitain, donc en fonction des volontés politiques et des moyens propres à chaque commune. Donc ça pourrait être un ou plusieurs outils de manière concomitante. Il y aura vraiment une nécessité de sectoriser, donc les secteurs sont en cours de définition par les communes. Et pour le moment, s'agissant des catégories d'immeubles, en tout cas pour l'autorisation de mise en location et la déclaration de mise en location, le groupe de travail s'oriente plutôt vers des immeubles privés datant d'avant 1974. Donc le rôle de l'AMEL, c'est plutôt un rôle de chef d'orchestre et de coordination ensemble. Donc nous avons lancé début 2017 une assistance avec les ouvrages d'été, donc qui est aujourd'hui représentée par Espacier et le cabinet d'avocat Stéphanie Jacques-Moreau. Donc qui nous accompagne aussi et qui permet de répondre aux questions vraiment très pointues des communes pour la mise en œuvre de ces dispositifs. Et nous avons aussi lancé un questionnement à l'intention des différentes communes qui participent aujourd'hui au groupe de travail pour connaître leurs attentes et pour qu'elles formalisent leur engagement politique d'ici à fin 2017. L'idée, c'est de pouvoir s'engager politiquement à la fois la MEL et les communes dans la mise en œuvre d'un ou plusieurs outils. Donc là, on est vraiment, après cette année de travail technique, on va rentrer dans une phase qui va plus être du positionnement politique pour savoir si oui ou non on met en place cet outil sur le territoire métropolitain et avec quelles communes. Alors malgré tout, malgré ce bilan qui peut paraître aussi très positif, il reste des freins qui ont été évoqués tout à l'heure. Sur notre territoire, comme on l'a dit tout à l'heure, on a une proportion quand même importante de logements qui sont concernés par ces outils, puisque c'est environ 15 000 mises en location par an dans le parc privé d'avant 1974, entre 2011 et 2013, dont la moitié concerne la ville de Lille. Donc il y a vraiment un enjeu par rapport à ça de sectoriser, de pouvoir mettre en place sur les secteurs les plus à enjeu, que la masse de travail soit aussi absorbable par les services.
Et de la même manière, s'agissant des chiffres de la division, comme je le disais tout à l'heure, on était entre 1000 et 1300 aujourd'hui, 1600 il y a quelques années, mais le phénomène s'est un tout petit peu atténué, mais on est toujours dans le même ordre de grandeur, entre 1000 et 1300 logements par an qui sont issus de la division. Donc c'est pareil, ça fait des volumes non négligeables pour l'instruction des demandes. Donc la nécessité de définir des secteurs opérationnels, et puis il y a aussi des réflexions en cours pour une mutualisation des moyens entre les communes. Les délais contraints, je pense que ça a été aussi évoqué, qui inquiète beaucoup les communes et les partenaires qui sont engagés, puisque je les rappelle, 1 semaine pour le récépissé de la déclaration de mise en location, 15 jours pour l'autorisation de division et 1 mois pour l'autorisation préalable à la mise en location, donc y compris la visite préalable si elle est nécessaire. Donc c'est vraiment des freins, c'est vraiment un frein important, cette question des délais contraints. En plus de la question des moyens, c'est comment répondre à ces enjeux et comment aussi sécuriser les procédures, puisque l'absence de décision vaut autorisation tacite. Voilà, c'est comment on sécurise aussi la responsabilité derrière qui résulterait pour les communes engagées. Donc ça, on travaille aujourd'hui sur ces questions avec notre AMO, notamment en travaillant sur des courriers types être transmis en fait aux propriétaires pour sécuriser et éviter les risques en contentieux. Donc ces délais montrent aussi la nécessité d'un process efficace qui reste à préciser, notamment la formalisation du partenariat et des modalités d'échange avec la CAF et l'État pour garantir l'application des sanctions prévues et organiser efficacement les visites de logement. Donc on voit que la CAF c'est vraiment un partenaire essentiel qu'il a toujours été sur la lutte contre l'indécence des logements. Et il y a vraiment un travail de mise en cohérence de nos actions, à la fois la CAF, à la fois les communes, pour ne pas doubler le travail et pour que la transmission d'informations soit fluide. Donc on a un groupe de travail spécifique avec la CAF sur ces questions. On va aussi lancer un travail sur la dématérialisation des demandes, voir comment on pourrait faciliter effectivement une saisie dématérialisée des demandes pour la personne et derrière permettre aussi le suivi partagé des dossiers entre les différents partenaires. Puisqu'aujourd'hui, chaque partenaire travaille avec son outil. L'enjeu, c'est vraiment d'essayer de mettre en connexion tous ces outils pour pouvoir suivre de manière partagée les dossiers de chaque personne. Il y aura aussi un travail sur la facilitation de l'instruction administrative des demandes. Donc, on travaille à la mise à disposition d'un outil informatique commun. Il y aura aussi un travail de formation des instructeurs, puisque, notamment pour l'autorisation préalable à la division de logement, on est vraiment sur une autorisation qui se situe à la limite entre les champs de l'urbanisme et de l'habitat. Et donc, il y a vraiment un travail de formation mutuelle à organiser entre les services de l'urbanisme et les services de l'habitat des communes et de la métropole européenne de Lille. Ensuite, il y a la question de la communication. Donc là, c'est vraiment un enjeu très important, surtout si on sectorise les outils. Il y a vraiment un travail à faire sur quelle communication à l'attention des propriétaires, en fait, sur le territoire. Comment le propriétaire va savoir s'il se situe dans un secteur soumis ou pas à l'autorisation ou à la déclaration. Donc ça, il y a un enjeu de communication pour faciliter la démarche de chacun, faciliter aussi la connaissance des dispositifs par les partenaires de l'immobilier. Donc voilà, tout ce travail de communication, on essaiera de cumuler à la fois un dispositif métropolitain et des relais locaux, des relais chez les partenaires pour vraiment faire connaître le dispositif et éviter d'éventuelles problématiques derrière, voilà, par méconnaissance des dispositifs. Donc comme je le disais, aujourd'hui, on est dans une démarche je sais pas, appel à manifestation d'intérêt auprès des communes.
Donc on leur demande en fait de nous préciser leurs attentes sur la mise en place d'un ou plusieurs outils, donc suite à l'ensemble du travail technique qui a été mis en place. L'idée étant de valider une ambition politique commune d'ici la fin de l'année. Donc ensuite, la mise en place effective se fait 6 mois après. L'entrée en vigueur des dispositifs, c'est 6 mois après la délibération. Ce qui fait qu'on imaginerait une mise en place des dispositifs mi-2018 sur le territoire métropolitain, ce qui nous laisse encore plusieurs mois pour travailler sur tous les champs dont je viens de vous parler, notamment la sécurisation des procédures, la formalisation du partenariat et des modalités d'échange entre partenaires, l'outil informatique commun et les dispositifs de communication qui seront vraiment indispensables pour faciliter la démarche des propriétaires qui souhaiteraient savoir qui se situent ou pas dans un secteur concerné par ces outils. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Madame Delmotte. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, on a une question d'une participante qui souhaiterait connaître l'articulation réalisée avec les dispositifs programmés en place, notamment par rapport à la définition des périmètres et le choix des immeubles. Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore organisé il n'y a pas vraiment d'articulation franche. Nos dispositifs programmés, donc comme je disais tout à l'heure, on a un programme d'intérêt général qui concerne toutes les communes du territoire métropolitain. On a aussi une mousse lutte contre l'habitat indigne qui concerne aussi toutes les communes. Donc ça, on a vraiment une volonté que nos opérations programmées avec l'ANA soient à destination de l'ensemble des communes du territoire métropolitain. Pour le moment, on n'a pas vraiment de lien entre ces opérations programmées et les dispositifs Allure, mais demain, on imagine que dans le cadre des visites qui sont réalisées dans le cadre du PIG ou de la mousse à la chie, il puisse effectivement y avoir aussi un relais auprès des propriétaires des dispositifs mis en place, mis en location, en division, de pouvoir se faire le relais, donc pas de faire remonter des situations d'indécence relevée, soit aussi de pouvoir se faire le relais auprès des propriétaires de ces nouveaux dispositifs mis en place. Mais pour le moment, on n'a pas encore organisé cette articulation de manière très Très bien, je vous remercie. Alors, on a d'autres questions, peut-être que conjointement, vous pouvez répondre avec Madame Ledeuf. Une question. Oui, alors j'ai été déconnectée. Ah, est-ce que vous m'entendez là? Oui, et j'ai été déconnectée sur Internet, du coup, j'ai pas la liste des questions. D'accord, je l'ai dit à l'oral et puis on voit si vous pouvez y répondre ou pas. Donc, si le PCI a la compétence habitat, est-il obligé de prendre en charge la procédure ou est-ce que la commune peut le faire? Alors là, je pense qu'on pourrait effectivement avoir une réponse commune avec Madame Ledeuf. Exactement. Nous, aujourd'hui, la vision qu'on en a, c'est qu'on souhaiterait pouvoir avoir un engagement politique qui soit commun, c'est-à-dire métropole et commune. On a toujours travaillé avec les communes. Il n'y a pas de volonté de la métropole de mettre en place des outils sans concertation et sans travailler avec les communes. Donc l'idée, c'est que les communes délibèrent sur leur territoire et que la métropole européenne prenne une délibération cadre sur la démarche d'ensemble. Donc c'est une délibération concomitante. Aujourd'hui, c'est le schéma de procédure qu'on a retenu. Alors, peut-être que cette personne fait aussi référence à la manière dont les textes sont formulés, puisqu'il est fait mention que la procédure est portée par l'EPCI compétent en matière d'habitat, et à défaut, c'est la commune qui se mobilise. Il y a effectivement une interprétation juridique qui peut être débattue, et qui a d'ailleurs été débattue par différents juristes. Est-ce que la notion de à défaut s'entend par si le PCI ne prend pas, alors la commune peut prendre, ou si le à défaut, c'est dans les territoires où le PCI ne serait pas compétent en matière d'habitat, alors la commune de droit est responsable de ces dispositifs. Et je pense qu'effectivement, l'exemple de la métropole européenne de Lille est très intéressant de ce point de vue-là, parce que il me semble que la question de la compétence et du qui fait quoi n'est pas exclusive.
C'est-à-dire qu'on voit bien dans toute la dentelle du calage qui est en train d'organiser la métropole européenne de Lille que finalement, les processus seront un peu partagés entre des choses qui pourraient, et ça pourrait être imaginé de la même manière dans notre territoire, voire encore un peu plus partagé, entre ce qui peut être fait concrètement par l'intercommunalité et ce qui peut être fait concrètement par les communes, notamment dans les territoires dans lesquels les communes disposent de services instructeurs de SCHRS, qui sont encore une fois très implantés, très impliqués, très compétents. Et puis des territoires dans lesquels, pour l'intercommunalité, ça serait une question nouvelle à prendre en charge. Donc je crois qu'il faut avoir un certain pragmatisme par rapport à cette formulation des textes et ne pas forcément considérer que on est dans un rôle totalement incarné soit par le PCI, soit par la commune, mais c'est plutôt un processus partagé qu'il faut imaginer. Très bien. Très bien, mais écoutez, on a listé les questions des participants à distance. Madame Delma, je vous remercie pour votre intervention. Merci à vous. Je vous remercie, Madame Ledeuf. Et j'invite nos participants à distance à compléter